Moi, je dors plus, hein. C'est toujours ça qui revient en tête, quoi. Où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à ce couple d'octogénaires sans problème? Le 1er janvier, ils rentrent d'un déjeuner de famille. Ils empruntent cette départementale. C'est incompréhensible. C'est ici que les enquêteurs perdent leurs traces. Leur voiture est introuvable. Ils sont comme volatilisés. Ont-ils fait une mauvaise rencontre? Ont-ils eu un accident? Hello, c'est Lionel, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un peu à chaud d'une affaire qui intrigue beaucoup de monde en France en ce moment, la disparition mystérieuse de Richard et Marie-France, un couple de retraités qui ont été surnommés les disparus de Roubaix. Dans cette émission, je vais faire comme d'habitude, d'abord vous présenter les faits et ensuite des théories et des analyses. Même si on est dans le flou total à l'heure actuelle, j'ai des choses à dire. Je vous exposerai même plusieurs théories qui me paraissent assez crédibles. Restez bien jusqu'à la fin. Avant de démarrer, je tiens à dire un petit merci à Doriane, une spectatrice du Nord, qui m'a envoyé quelques articles de presse sur cette affaire. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. On va remonter il y a un peu plus d'un mois, fin décembre 2022. À l'époque, Richard et Marie-France sont un couple d'octogénaires sans histoire, comme on dit. Âgés respectivement de 83 et 79 ans, Richard et Marie-France sont ensemble depuis près de 40 ans. Ils se sont rencontrés en 1983, dans le cadre du travail. Tous les deux étaient employés dans la même imprimerie roubaisienne. Richard s'occupait des machines et Marie-France était secrétaire. Entre eux, ça a été le coup de foudre. À l'époque, Marie-France avait déjà 2 jeunes filles d'une précédente union, Marie-Hélène et Anne-Sophie. Et Richard les a élevées comme les siennes. Le couple habite dans un petit pavillon situé dans un quartier verdoyant de Roubaix, dans le nord de la France. Richard et Marie-France ont une vie assez simple mais heureuse. Ils ont leurs petites habitudes, les apéros avec les voisins et la pizza du vendredi soir après les courses en grande surface. Ils aiment la routine et ce sont des personnes prudentes. Chaque année, en février-mars, les 2 retraités se font plaisir. Ils partent en vacances aux Canaries. Mais en 2022, ils ont rencontré des difficultés. Vu leur âge assez avancé, ces 2 retraités tranquilles ont des petits soucis de santé. Et ça n'a rien de vraiment anormal. Richard est diabétique, mais en 2022, il a eu un accident. Richard s'est cassé le genou en tombant d'une échelle alors qu'il bricolait. Il a dû être opéré et faire 2 mois de rééducation dans une clinique de Villeneuve-d'Ascq. Mais ancien chasseur alpin, Richard est un homme solide et il a assez vite récupéré. Mais cette séparation forcée a été une épreuve pour Marie-France qui ne peut pas vivre seule. Pendant les 2 mois de rééducation de son époux, Marie-France a été hébergée chez Pascal et Jean-Jacques, sa sœur et son beau-frère. Elle a aussi été accueillie chez l'une de ses filles. Marie-France a eu un passage à vide et elle a dû suivre un traitement pour tenir le coup. Mais fin décembre 2022, après plusieurs mois difficiles, tout est rentré dans l'ordre depuis un bon moment. Revenu dans son petit pavillon, le couple a retrouvé sa petite routine et Marie-France le sourire. Et les 2 Roubaisiens ont refait des projets, notamment repartir en vacances aux Canaries comme d'habitude. Nous sommes maintenant le 1er janvier 2023. C'est le jour du Nouvel An et ce jour-là, Richard et Marie-France doivent faire comme des millions de Français. Ils doivent participer à un repas en famille. Ils sont invités à déjeuner chez Marie-Hélène, leur fille aînée, qui vit avec son mari Frédéric à Mérieux, une commune à une centaine de kilomètres de Roubaix. Il faut compter environ 1h20 de route. En fin de matinée, ce dimanche 1er janvier, le couple grimpe dans la C3 de Marie-France. Une C3 gris foncé un peu cabossée et qui n'est pas équipée de GPS. De toute façon, Richard ne se sert pas du GPS ou d'application GPS pour s'orienter. Il est de la vieille école, comme on dit. Mais l'octogénaire connaît assez bien la route pour se rendre à Mérieux, car dans le passé, lui et sa femme sont souvent allés là-bas pour aller garder leur petit-fils, le fils de Marie-Hélène, qui est désormais âgé de 15 ans. Pour se rendre à Mérieux depuis Roubaix, Richard emprunte une portion de l'autoroute A23 en direction de Valenciennes. Donc en fin de matinée, Richard s'installe au volant de la C3. En effet, c'est toujours lui qui conduit quand le couple se déplace ensemble. Précisons que Richard a l'habitude de conduire sur de longues distances. Il est déjà allé plusieurs fois notamment en Isère où vit l'un de ses frères. Richard a une bonne vue, ce qui est important quand on conduit, et c'est aussi un homme prudent. Il respecte les limitations de vitesse. Donc le couple part, et ce 1er janvier 2023, le temps est maussade. Il pleut et les températures ne dépassent pas les 10 degrés. C'est une journée d'hiver assez grise. Le couple n'a pas un long voyage à faire, mais manque de chance, il leur arrive un événement inattendu. Une demi-heure après leur départ, Richard se rend compte qu'il a un pneu à plat. Il s'arrête donc tout de suite sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A23 à hauteur d'Orchy. Donc là, Richard et Marie-France sont embêtés, comme on le saurait tous. Et hasard ou coïncidence, leur fille aînée, Anne-Sophie, qui ne sera pas présente au déjeuner, les appelle justement à ce moment-là. Elle les appelle pour leur présenter ses vœux. Le couple lui explique donc la situation et Anne-Sophie prévient leur assurance de leur part.
Elle fait ça pour eux. Elle appelle le numéro d'assistance de leur assurance auto pour qu'on leur envoie une dépanneuse. Vers 12h30, le couple appelle Marie-Hélène, leur autre fille, celle qui les a invités à déjeuner. Et ils lui expliquent la situation. Ils lui disent qu'ils ont un pneu crevé et qu'ils sont en train d'attendre qu'une dépanneuse vienne les aider. Donc là, il faut bien imaginer la scène, hein. Ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence près de leur voiture. Il pleut, il y a des bourrasques de vent assez violentes et ils attendent qu'on vienne leur porter secours. Et c'est vrai que ce genre de situation n'est jamais agréable et encore moins pour des personnes âgées. Je prends le temps de détailler cet incident, pas pour le plaisir, mais parce que il a peut-être joué un rôle dans le mystère, j'en reparlerai plus tard. Vers 13h30, une heure plus tard, le couple rappelle Marie-Hélène, car le dépanneur d'astreinte n'est toujours pas arrivé. Il faut dire que c'est particulièrement la galère quand on tombe en panne un dimanche ou un jour férié. Et là, c'est la totale parce que c'est le dimanche 1er janvier. Les dimanches et les jours fériés, les délais d'attente sont toujours plus longs qu'en temps normal. Dans ce nouvel appel, Richard et Marie-France, c'est vrai qu'ils commencent à perdre patience, on peut comprendre, ça fait déjà plus d'une heure qu'ils poireautent. Ils sont sur le point de demander à leur fille de rappeler l'assistance quand leur dépanneuse arrive enfin. Le dépanneur change la roue de leur C3, il leur met la roue de secours et le couple repart. À 15h30, les deux octogénaires arrivent enfin à destination, le domicile de leur fille Marie-Hélène, à Mérieux. Selon elle, ils sont un peu stressés, et ça peut se comprendre. Mais bon, Richard a l'air d'être quelqu'un d'organisé parce qu'il dit, en enlevant son manteau en arrivant, qu'il va aller dès lundi, donc dès le lendemain, au garage pour s'occuper de cette roue. Parce que bon, c'est un détail, mais bon, c'est vrai que comme le dépanneur leur a mis leur roue de secours sur l'autoroute, ils n'ont plus de roue de secours. Peut-être que Richard veut s'acheter une roue neuve, ceux qui ont déjà vécu cette situation le savent. Quand vous crevez, on vous met la roue de secours, mais bon, c'est toujours bon de retourner au garage pour qu'on vous mette une roue neuve. C'est vrai que la roue de secours, c'est pas toujours des roues de très très bonne qualité. En tout cas, Richard, qui a l'air d'être quelqu'un d'assez carré et responsable, il dit que dès le lendemain, dès le lundi 2 janvier, il va aller au garage pour s'occuper de ça. Il va pas faire traîner les choses. Donc en arrivant, Richard et Marie-France, ils sont un peu sous le coup de l'émotion, ils parlent de ce qui vient de se passer, et c'est normal, on fait tous la même chose à leur place. Mais par la suite, tout rentre dans la normale. Donc c'est un repas de Nouvel An assez classique auquel participent 6 personnes. Le couple de retraités qui est invité, leurs hôtes, Marie-Hélène et son mari, leur fils, ainsi que la sœur du mari de Marie-Hélène. Donc la suite ne va pas vous surprendre, ils prennent l'apéritif, puis déjeunent ensuite, en parlant de tout et de rien. Et Marie-Hélène et son époux ne remarquent rien d'anormal. Selon eux, les deux retraités ont l'air d'aller bien. Donc tout le monde passe un bon moment, simple et convivial, et au moment du dessert, tout le monde s'offre les cadeaux de Noël parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se voir le 25 décembre. Donc l'après-midi se déroule tout à fait normalement, et vers 18h30, Richard et Marie-France décident de rentrer chez eux. Mais à 18h30, il fait noir, la nuit est tombée. Normalement, le couple aurait dû repartir plus tôt, mais comme ils sont arrivés en retard, du coup, c'est vrai que ça a décalé tout le programme, quoi. Apparemment, Richard n'aime pas trop conduire de nuit. Bon, ça n'est pas non plus extraordinaire. Je connais pas mal de personnes un peu âgées qui sont pareilles. Il n'aime pas ça, il préfère conduire de jour, mais bon, il peut tout à fait le faire, quoi. Et lui et son épouse ne demandent pas à rester dormir sur place. Ils auraient pu le faire, mais bon, ils n'en ont pas fait la demande. Pour eux, ça leur semble tout à fait faisable de rentrer. Marie-Hélène, leur fille, les trouve bien, elle les trouve en forme, et elle n'est pas particulièrement inquiète quand ils lui disent qu'ils vont rentrer chez eux, quoi. Donc le 1er janvier 2023, vers 18h30, le couple remonte à bord de sa C3. Et c'est la dernière fois qu'il a été vu. Le lendemain matin, le lundi 2 janvier 2023, l'aide à domicile de Richard et Marie-France se présente chez eux, comme c'était prévu. Et elle s'étonne de trouver porte close. Elle sonne, mais personne ne vient lui ouvrir. Et ça la surprend parce que les volets sont ouverts, donc elle se dit qu'ils sont levés. Un peu surprise, la femme attend un peu, puis elle décide de repartir en laissant avant un mot pour signaler son passage dans la boîte aux lettres. Par la suite, 2 jours passent, et à ce stade, la famille de Richard et Marie-France n'est pas inquiète. Elle n'a pas de raison objective de l'être. Les deux retraités n'ont certes pas envoyé de SMS à leurs proches pour leur dire qu'ils étaient bien arrivés chez eux le dimanche soir, mais ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Et c'est vrai qu'on ne fait pas tous ça, on a tous des manières d'agir différentes dans les familles. Mais un voisin nommé Daniel, un bon ami de Richard, est lui anxieux. L'absence du couple lui semble étrange. Au départ, il se dit que le couple est peut-être resté dormir chez sa fille le dimanche soir. Mais bon, au bout d'un moment, il commence à se poser des questions parce que le couple n'est toujours pas réapparu. Daniel, qui ne comprend pas, tente de joindre le couple, mais il tombe sur leur répondeur. L'unique téléphone portable du couple est sur messagerie. Le mercredi 5 janvier 2023, le couple n'est toujours pas rentré chez lui, et Daniel décide d'alerter sa famille.
Sa famille qui tombe des nues. Les proches de Marie-France et Richard se rendent immédiatement à Roubaix. Ils font venir un serrurier pour ouvrir la porte de la maison et réussissent enfin à rentrer à l'intérieur. Et dans la maison, il fait bon. Il y a du chauffage, tout semble absolument normal. On trouve des affaires par-ci par-là. Il y a notamment une boîte de chocolat entamée. C'était des chocolats qui avaient été offerts au couple à Noël. On voit 2 verres posés sur une table. Et dans la porte du frigo, on trouve une bouteille de champagne entamée, très certainement, lors du réveillon du Nouvel An, le 31 décembre. Sur une table basse, on trouve le programme de la télé qui est ouvert à la page du dimanche. En clair, tout a été laissé en plan dans la maison. Et on a presque l'impression que Richard et Marie-France sont sur le point de revenir d'un instant à l'autre. Tout laisse à penser que le couple avait prévu de rentrer le dimanche soir. Surtout qu'il y a un détail qui est plus inquiétant, c'est que on va retrouver dans la maison tous les médicaments du couple. Marie-France suivait un traitement et Richard, qui était diabétique, devait se faire des injections d'insuline. Or là, il n'a rien emporté, Il a laissé son insuline et aussi le stylo qui lui sert à faire des injections. Le 5 janvier 2023, Jean-Jacques, le beau-frère du couple, signale leur disparition au commissariat de Roubaix. Et au départ, on ne le prend pas trop au sérieux, comme c'est malheureusement souvent le cas dans ce genre d'affaires. On leur dit que Richard et Marie-France étant adultes, ils ont pu fuguer. Mais pour la famille et les amis des 2 retraités, c'est impensable. Pour les proches, cette disparition est tout de suite considérée comme anormale. Une telle situation était complètement imprévisible et il s'est sûrement passé quelque chose. Dès le début, la famille rejette la possibilité d'une disparition volontaire ou bien que le couple ait pris une décision encore plus sombre. Les 2 retraités étaient décrits comme alertes et joyeux, c'étaient des bons vivants, ils profitaient de la vie. Les jours suivants, le couple est toujours absent sans raison et la procureure de Lille décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Elle confie l'affaire à la gendarmerie de Bavay. Et le 9 janvier 2023, plus d'une semaine après la disparition, un appel à témoins est lancé par les autorités. L'enquête démarre, on cherche à localiser les 2 retraités et leur voiture C3. Mais il y a un cafouillage. Les gendarmes se trompent de plaque d'immatriculation dans l'appel à témoins. Les forces de l'ordre cherchent donc activement le couple disparu. Et au départ, les gendarmes envisagent qu'ils aient eu un accident sur le chemin du retour. Ça paraît logique, donc ils vont refaire plusieurs fois le trajet qu'ils étaient censés emprunter pour revenir à Roubaix, en vérifiant s'il n'y a pas eu de sortie de route. Ils font des recherches au sol, des reconnaissances aériennes avec un hélicoptère, des plongeurs sont aussi mobilisés pour vérifier des rivières et des cours d'eau, mais on ne trouve rien. En parallèle des fouilles sur le terrain, les gendarmes font aussi des actes d'enquête classiques. De nombreuses investigations sont menées. On contacte par exemple les services de secours et les hôpitaux dans le cas où ils auraient eu un accident. Mais on leur répond par la négative. Richard et Marie-France n'ont pas été hospitalisés. Des vérifications sont faites aussi sur les comptes bancaires et on ne constate aucun mouvement. Aucun retrait d'argent n'a été effectué. Des auditions de l'entourage du couple sont aussi menées, comme bien entendu des vérifications sur la téléphonie mobile. Et les hommes de loi découvrent que le 1er janvier 2023, le téléphone du couple a borné à 18h47 à la Longueville, sur la D649, entre Maubeuge et Valenciennes. L'endroit est situé à environ 13 km de leur lieu de départ. En fait, c'est une de leurs nièces qui les a appelés pendant qu'ils conduisaient pour leur souhaiter la bonne année. Mais le couple lui a dit qu'ils étaient en voiture et qu'il la rappellerait une fois rentrés à la maison. Seulement, ils ne sont jamais revenus chez eux. De leur côté, et comme dans nombre d'affaires de disparition inquiétantes, les proches des disparus ne restent pas les bras croisés. La famille va faire beaucoup de choses, elle va refaire le parcours, elle va faire des vérifications sur le terrain, elle va imprimer et distribuer aussi des affichettes dans des commerces de la zone de Bavay, Feigny et Maubeuge, ainsi que dans les stations-service. Mais tous ces efforts, comme ceux des forces de l'ordre, ne produiront aucun résultat, ils n'apporteront pas le moindre indice permettant d'éclairer ce mystère. Le 26 janvier 2023, plus de 3 semaines après la double disparition, on apprend une autre information d'ordre technique. Le soir de la disparition, le téléphone du couple a borné une seconde fois à Marly à 19h09. Marly est situé dans les environs de Valenciennes. Et il est troublant de noter que dans cette zone, des travaux sont justement en cours sur la départementale 649. Une déviation a même été mise en place à cet endroit. Une déviation décrite comme non évidente par la presse. Sachant que les disparus sont vraisemblablement passés à Marly, les hommes de loi élargissent donc la zone des recherches dans ce secteur, sans plus de succès. Le 29 janvier 2023, une information un peu inquiétante paraît dans la presse. On apprend qu'un chasseur a fait une découverte macabre dans un bois de la Longueville, l'un des lieux où avait borné le téléphone portable du couple.
Et d'après les premières constatations, ce corps sans vie retrouvé était vraisemblablement présent depuis plusieurs semaines. Mais le parquet précise qu'aucun lien n'a été établi avec la disparition des 2 octogénaires dans ce secteur. Car l'examen de la dentition du défunt, comme des effets personnels retrouvés sur place, laisse plutôt croire qu'il s'agit d'un homme jeune. Même si des analyses sont toujours en cours, tout laisse à croire que cette découverte funeste n'a rien à voir avec l'affaire des disparus de Roubaix. Fin janvier 2023, les proches des 2 disparus sont reçus par la procureure de Lille. Même si la famille ne se fait pas trop d'illusions sur le fait de retrouver le couple vivant, ils espèrent tout de même que les corps seront retrouvés pour savoir ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est assez terrible de lire que les proches des disparus ne se font pas d'illusions, mais c'est une information qui est parue dans un article de BFM et c'est vrai qu'on a des raisons d'être pessimiste, malheureusement. Lors de cette rencontre, la procureure de Lille a fait une promesse à la famille « Nous allons les retrouver ». Elle a très certainement été sincère en disant ça, mais je sais d'expérience que c'est toujours délicat de faire ce genre de promesses dans les affaires de disparition. Il y a tellement d'affaires non élucidées, et ça vous le savez si vous suivez mon travail. Le 1er février 2023, il y a quelques jours, les enquêteurs perquisitionnent la maison du couple à Roubaix, qui est depuis mise sous scellé. Cette mesure sert à geler les lieux et empêcher quiconque d'y pénétrer. Les gendarmes ont aussi emporté des affaires du couple, notamment une brosse à cheveux et une brosse à dents. Ils ont fait ça certainement à des fins d'analyse. C'est triste à dire, mais connaître l'ADN du couple disparu, c'est très important. Si jamais on doit identifier d'éventuels restes humains qu'on pourrait retrouver dans un avenir plus ou moins proche. 1 mois après la double disparition, la procureure de Lille en charge du dossier explique que toutes les hypothèses sont envisagées à l'heure actuelle. Au début de l'affaire, les autorités ont logiquement privilégié la thèse accidentelle. Il faut d'ailleurs dire que le 1er février, un pare-choc a été ramassé sur la bretelle de sortie de la D649 à hauteur de Marly, commune où le téléphone du couple avait borné pour la dernière fois. Un signe d'un éventuel accident sur place. Mais cette découverte est sans doute sans lien avec notre affaire parce que ces débris qui ont été analysés ne correspondent pas à ceux d'une C3. Au départ, l'hypothèse qui paraissait la plus crédible pour expliquer cette disparition était celle d'une sortie de route. Mais vu qu'on n'a rien retrouvé, aucune trace d'accident et encore moins la voiture des disparus, il semblerait que les autorités écartent maintenant la thèse accidentelle pour plus privilégier la thèse criminelle. Et c'est vrai que cette hypothèse est très intéressante comme on va le voir. Voilà tout ce que l'on sait à l'heure actuelle sur l'affaire des disparus de Roubaix, au moment où j'enregistre cette émission, le 3 février 2023. Ces 2 personnes âgées se sont volatilisées avec leur voiture, on ne sait pas où elles sont et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Si l'on en croit ce qui est écrit dans la presse, il n'y a pas de nouvelles avancées dans l'enquête et le mystère reste entier. Pour en finir avec les faits, toutes nos pensées pour les proches de Richard et Marie-France qui traversent des moments terribles. Je vais en profiter pour remontrer l'appel à témoins. Je sais que j'ai des spectatrices et spectateurs dans le nord de la France et aussi en Belgique. Donc je vous invite à bien regarder ces photos parce que comme on va le voir dans quelques instants, il est possible aussi que le couple ait franchi la frontière après s'être perdu. Il n'est pas impossible que le couple ait connu un destin funeste en Belgique. Pour information, la voiture C3 gris foncé du couple est immatriculée AA 079QE. Ça, c'est la bonne immatriculation. Ne vous fiez pas à l'immatriculation qui est sur l'appel à témoins. C'était une erreur. Si vous pensez avoir des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, n'hésitez pas à contacter dès maintenant le commissariat de Roubaix au 03 20 81 34 92. Mais faites ça seulement si c'est sérieux, vraiment, s'il vous plaît. Merci. Mais l'émission n'est pas finie, ne partez pas. On va maintenant passer à la partie théorie et analyse. Je vais me permettre de vous présenter plusieurs scénarios qui pourraient être assez crédibles pour expliquer cette double disparition. Mais avant toute chose, si vous aimez que je traite ces affaires un peu à chaud, si vous aimez mes analyses, je vous remercie de mettre un pouce en l'air et aussi et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail et d'assurer la longévité de cette chaîne. Merci à vous. Avant de passer en revue les théories, je vais commencer par faire plusieurs remarques importantes. Je vais d'abord dire que l'affaire des disparus de Roubaix, c'est un dossier particulièrement complexe pour plusieurs raisons. Ce dossier est d'abord compliqué à cause d'un facteur temporel. La double disparition est survenue le jour du Nouvel An. On sait que les disparitions qui surviennent pendant les périodes de vacances ou de fêtes, ça entraîne toujours un retard du signalement de la disparition et aussi du démarrage des recherches. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'affaire des disparus de Boutier, une famille entière disparue avec leur voiture lors du réveillon de Noël. Et il se trouve que j'ai fait récemment une longue émission sur cette affaire qui est un cold case très célèbre en France. Autre point défavorable, lors des fêtes de fin d'année, donc Noël et Nouvel An, il y a souvent moins de monde dehors.
Tout simplement parce qu'à cette période, c'est vrai qu'il fait froid et la plupart des gens préfèrent rester au chaud chez eux. De plus, la nuit tombe plus vite le soir en hiver, il y a moins de monde à l'extérieur, que ce soit dans les rues, sur les routes, et donc il y a moins de témoins potentiels. De plus, à cette période, beaucoup de monde sont en congé et en famille. À cette période de l'année, beaucoup de gens ont plus la tête aux cadeaux, aux fêtes, aux réveillons qu'à autre chose, et peut-être qu'ils sont aussi par extension moins attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et il faut dire aussi qu'il y a peut-être un aspect psychologique qui joue. Peut-être qu'inconsciemment, on s'attend moins qu'à cette période de l'année, de Noël, c'est vrai qu'il y a un peu la magie de Noël, surtout auprès des enfants, on s'attend moins à ce qu'un événement sinistre survienne, quoi. Donc déjà de base, il y a un facteur temporel qui est défavorable dans cette affaire, mais il y a aussi un facteur géographique qui joue en défaveur de ce dossier. La disparition de ce couple est survenue très très près de la frontière belge. On est quasiment à cheval sur 2 territoires où l'on peut passer très facilement de l'un à l'autre. On est aussi en quelque sorte à cheval sur 2 juridictions. C'est vrai que dès qu'on passe la frontière, c'est la police belge qui est compétente. Et c'est vrai que d'être tout près d'une frontière comme ça, c'est un atout pour d'éventuels criminels. C'est une voie de fuite très facile et très pratique. Ces premières remarques importantes faites, je vais maintenant passer aux théories. On va commencer par étudier la piste de la disparition volontaire. Les proches des disparus n'y croient pas une seconde, moi non plus, et je vais vous expliquer pourquoi. Du point de vue de ceux qui les connaissaient, qui les côtoyaient, Marie-France et Richard allaient bien au moment de leur disparition. Ils allaient mieux que dans le passé. C'est vrai qu'ils avaient connu quelques petits soucis de santé, somme toute assez normaux à leur âge. Les 2 retraités aimaient leur vie, Ils avaient des amis, des projets comme retourner aux Canaries, ils avaient des rituels, ils aimaient leur routine. Comme la pizza du vendredi soir après avoir fait leurs courses en grande surface. Or, disparaître volontairement, c'est tout le contraire de la routine. C'est stressant, et il faut aussi de l'énergie pour ça, il faut être en bonne santé. Autre détail objectif qui montre que cette thèse ne tient pas la route, le couple a laissé tous ses médicaments chez lui et Richard a laissé son insuline. Et vu que quand il est parti, il n'a pas pris son insuline avec lui, il s'est mis dans une situation délicate. Sans insuline, il s'exposait à de graves complications médicales. Et puis n'oublions pas qu'ils n'ont pas touché à leur argent depuis plus d'1 mois. Ça, plus le silence total, c'est vrai que ça ne nous encourage pas à être optimistes. Ça suggère que le pire leur est sûrement arrivé, qu'ils ne sont plus vivants, quoi. Même si un certain flou a régné au début de l'affaire, le traçage partiel du portable du couple tente à montrer qu'ils rentraient effectivement chez eux à Roubaix. Il ne leur restait plus que 65 km à parcourir. Richard et Marie-France rentraient bien chez eux quand il leur est arrivé quelque chose. Quoi ? Nul ne le sait, mais je vais vous présenter dans quelques instants plusieurs scénarios qui pourraient être assez crédibles. Selon moi, il est arrivé à ce couple un événement inattendu sur le chemin du retour. Il y a eu un grain de sable qui a tout déclenché. On va d'abord se pencher sur la possibilité d'un accident. Cette hypothèse est plus probable que la précédente. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la disparition, il faisait nuit, il faisait mauvais temps, et Richard qui conduisait devait être un peu fatigué vu son âge, et puis aussi parce qu'il avait un peu bu, quoi. Donc c'est vrai qu'au départ, imaginer qu'ils aient pu avoir un accident, c'était faire preuve de bon sens. Mais le fait qu'on n'ait rien retrouvé depuis plus d'1 mois maintenant, ça c'est quand même surprenant. À moins que le couple ait pris la fameuse déviation de Marly et soit parti vers le nord. Et quand on regarde la carte, on voit qu'il y a quand même des zones rurales avec des étangs, des cours d'eau, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la Belgique tout près. Le couple a peut-être tout simplement passé la frontière belge. Et peut-être que le couple a eu un accident dans une zone qui n'a pas été vérifiée par les forces de l'ordre. Donc ce lieu potentiel d'accident pourrait être ailleurs, il pourrait être plus au nord, loin de l'axe Valenciennes-Roubaix, et possiblement de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Voilà pourquoi il faut, de mon point de vue, quand même sensibiliser un peu le public belge, notamment celui qui vit dans la région entre Tournai et Mons. C'est vrai qu'au début de l'affaire, la thèse accidentelle paraissait assez crédible, mais c'est vrai qu'après plus d'1 mois de recherche infructueuse, je suis un peu sceptique. Je pense qu'on aurait fini peut-être par repérer quelque chose. Comme une marque de pneu sur la chaussée, une barrière cassée, une sortie de route, ça peut se détecter quand même. J'ai des doutes sur la thèse accidentelle parce que non seulement il fallait que la voiture fasse une sortie de route, mais il fallait aussi que la voiture tombe dans l'eau et disparaisse totalement. Vous savez, des fois, la voiture peut tomber dans l'eau, mais partiellement dans un ruisseau. Ou alors elle tombe dans un étang, mais qui n'est pas très profond et le toit dépasse. Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait eu un accident sans témoin, sans aucune trace sur la route et sans aucun indice dans l'eau. Donc la voiture du malheureux couple serait actuellement quelque part dans un plan d'eau et complètement invisible à l'œil nu. Pourquoi pas ? En tout cas, la probabilité me semble assez faible, plus faible que celle du dernier cas de figure que je vais vous présenter. L'acte criminel.
Tout le monde s'accorde à dire que Richard et Marie-France n'avaient pas d'ennemis connus. C'était un couple de retraités tranquilles, comme il en existe beaucoup. Comme déjà dit, je suis convaincu que le couple comptait bien rentrer chez lui le jour de sa disparition. Mais il a pu faire une mauvaise rencontre. Je vais maintenant vous présenter plusieurs cas de figure. Cette affaire passionne beaucoup de monde en France et certains ont avancé l'idée que le couple aurait peut-être pu prendre un autostoppeur. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas s'ils avaient l'habitude de faire ça. Pas sûr du tout à mon avis. À moins que Richard se soit arrêté à un moment donné, dans une station-service par exemple, pour prendre de l'essence ou alors assouvir un besoin naturel, j'en sais rien. Et peut-être qu'à cette occasion, il aurait pu rencontrer une personne d'apparence inoffensive qui lui aurait demandé un service. Cette personne aurait pu dire qu'elle était en difficulté et demander de l'amener à Roubaix. Bon, je ne sais pas si Richard et Marie-France auraient accepté. On peut être quelqu'un de gentil et ne pas rendre service à des gens inconnus. Mais je doute que le couple soit allé dans une station-service pour prendre de l'essence. Pourquoi? Parce que déjà, la police n'a constaté aucun mouvement sur les comptes bancaires. Peut-être que s'il avait pris de l'essence, on l'aurait su. Et puis deuxièmement, Richard avait l'air d'être quelqu'un d'organisé. Rappelez-vous, quand il avait dit « Ah, je vais aller dès demain au garage pour changer la roue », je pense qu'il avait anticipé ce petit voyage du Nouvel An et qu'il avait certainement fait le plein d'essence avant. Certains commentateurs ont avancé l'hypothèse d'un carjacking. Les carjackings, ce sont des braquages, en fait, il y a des pirates de la route qui vous menacent d'une arme et qui vous volent votre voiture. Pourquoi pas? On sait qu'il y a des carjackings en France, mais bon, on pourrait penser que les malfaiteurs cibleraient plutôt un autre genre de voiture qu'une C3. En général, ils s'intéressent surtout à des voitures de valeur, comme des gros 4x4, voyez. Et le couple de retraités n'avait pas une grosse Range Rover ou une Tesla, non, ils avaient une C3. Autre point surprenant. Si le couple a été victime d'un crime crapuleux, pourquoi n'y a-t-il eu aucun mouvement sur ses comptes bancaires? Parce que si Richard et Marie-France étaient tombés sur des criminels qui leur auraient volé leur voiture, ils en auraient sûrement profité aussi pour leur voler leur argent liquide, leur carte bancaire. Or là, il n'y a eu aucun retrait. Gardez cette idée en tête, je vais en reparler dans quelques instants. En préparant cette émission, j'ai fait comme d'habitude, j'ai essayé de réfléchir à ce qui aurait pu se passer ce soir-là, le soir de cette disparition. Je ne connais pas Richard, sa façon de conduire, mais je pense qu'il avait l'intention de rentrer directement chez eux à Roubaix. Il n'avait qu'une heure 20 de route à faire et je pense qu'ils étaient un peu pressés de rentrer chez eux, comme on l'aurait été à leur place. À mon avis, Richard n'avait pas l'intention de faire un stop, de faire un arrêt sur le chemin du retour, sauf s'il y a été forcé par un incident imprévu. Il est possible que Richard ait été forcé de s'arrêter à un moment donné sur le chemin du retour. Mais là, il y a plusieurs scénarios possibles. Peut-être que Richard s'est tout simplement perdu après avoir pris la fameuse déviation de Marly. Il n'utilisait pas de GPS et il connaissait seulement la route entre son domicile et celui de sa fille. Vu qu'il a certainement été obligé de prendre la déviation à Marly et qu'il est parti donc sur une route inconnue, ça l'a mis en difficulté, il s'est rendu compte qu'il était perdu, et à un moment donné, il s'est peut-être arrêté pour demander sa route, et il a pu la demander à n'importe qui. Donc Richard a pu se perdre, c'est une première possibilité, mais il y en a une autre. Il a pu aussi avoir tout simplement un nouveau problème technique avec sa roue. La fameuse roue de secours qu'on lui avait changée en début d'après-midi. Alors peut-être qu'elle a crevé à nouveau, peut-être que cette roue était mal fixée, même si les dépanneurs font bien leur boulot. Je ne veux pas mettre à dos les dépanneurs qui regarderont cette vidéo. Ou alors, peut-être qu'il a une autre roue qui a crevé, ou un autre souci, quoi. Dernière possibilité, Richard a très bien pu avoir un souci d'ordre médical. Il a peut-être eu un petit problème, mais même d'ordre mental, cognitif. On peut certainement pas écarter cette éventualité, parce que Richard était âgé, 83 ans, il avait eu des problèmes de santé, il avait bu un peu d'alcool, il était sans doute fatigué, et il avait été stressé aussi pas mal ce jour-là. Ça fait peut-être beaucoup, et peut-être qu'à un moment donné, sur le chemin du retour, Richard s'est senti mal, peut-être qu'il s'est senti un peu désorienté, et il a été obligé de s'arrêter. Pour l'une des raisons que je vous ai présentées, ou peut-être une autre, je pense qu'à un moment donné, Richard s'est trouvé en difficulté et qu'il a demandé de l'aide à quelqu'un sur le chemin du retour. Et cette personne à qui Richard s'est adressé avait peut-être l'air serviable, elle n'avait sûrement pas l'air menaçante. Richard ou Marie-France, évidemment, si Richard n'en était pas capable, a pu aussi s'adresser à un groupe de personnes. Et cette personne ou ce groupe se sont rendus compte assez vite de l'état de vulnérabilité du couple. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en difficulté et ils ont abusé de leur état de faiblesse. Et même si ça n'est pas une voiture de luxe, une C3 peut attirer les convoitises. Parce que ça va peut-être vous surprendre, la Renault Clio est par exemple l'une des voitures les plus volées en France. Et je vais même aller plus loin, je vais spéculer, mais bon, ça pourrait faire sens. Il est tout à fait possible qu'un ou plusieurs individus aient voulu voler la voiture et aussi la carte bancaire du couple. Mais je pense que Richard devait avoir du caractère.
Parce que bon, c'était un homme assez solide, c'était un ancien chasseur alpin. Par principe, il a pu résister, il a aussi pu refuser de donner sa clé de voiture, ou alors sa carte bleue, ou donner son code, et la situation a dégénéré. Peut-être qu'au départ, le ou les voleurs ne voulaient pas être violents avec ces personnes âgées, mais bon voilà, comme elles ont résisté, ça a dérapé, il y a eu des coups de tonnet, et Richard a succombé à ses blessures. Et Marie-France, qui était là à côté, qui était témoin de la scène, elle aurait été une victime collatérale. C'est triste à dire, mais il est tout à fait possible que le ou les voleurs du couple aient cédé à la violence. On a vu dans l'actualité récente des actes gravissimes commis sur des personnes âgées, donc ça a pu arriver, quoi. En ce qui concerne la suite des événements, la voiture volée a pu être exfiltrée très rapidement à l'étranger. Il faut savoir que la frontière belge n'est qu'à environ 15 minutes en voiture depuis Marly. C'est un jeu d'enfant pour traverser la frontière. Je suis allé récemment en Belgique et je peux vous dire que vous êtes toujours sur la même route et puis voilà, ça y est, je suis en Belgique. Vous avez même pas vu que vous avez passé la frontière. Et dès le lendemain, la voiture C3 du couple pouvait même être aux Pays-Bas ou un autre pays en Europe. On sait qu'il existe un trafic international de voitures volées avec des réseaux en Europe. En ce qui concerne le malheureux couple, je vous passe les détails, mais bon, leurs corps ont pu être cachés n'importe où. Bon voilà, c'est un peu le scénario catastrophe, je reconnais, mais bon... Tout ça, c'est dans le domaine du possible. Ça expliquerait en tout cas la disparition totale de la voiture et du couple, et pourquoi il n'y a pas eu non plus de mouvement sur le compte bancaire. Parce que si Richard a refusé de donner son code bancaire, ça expliquerait pourquoi les criminels n'ont pas essayé de retirer de l'argent. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je suis assez pessimiste quant aux chances de retrouver Richard et Marie-France vivants. Je me permets d'autant plus de le dire que c'est vrai que la famille elle-même l'a reconnu dans un article de presse. Je doute énormément d'un heureux dénouement dans cette affaire, comme dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, que j'ai étudiée récemment et qui est toujours non élucidée à l'heure actuelle. Bien sûr, il faut quand même conserver une petite part d'espoir, dans le cas où Richard et Marie-France réapparaîtraient, mais bon. J'espère me tromper, mais je pense qu'il faudrait vraiment maintenant un miracle pour retrouver toutes ces personnes en bonne santé, quoi. Et c'est vrai que c'est assez triste à reconnaître parce que dans le cas de Richard et Marie-France, on ne peut pas s'empêcher de penser à ses propres grands-parents, quoi. En tout cas, cette dramatique affaire nous montre une fois de plus que tout le monde peut disparaître, hommes, femmes, enfants, quelle que soit la condition sociale, quel que soit l'endroit. Au-delà des drames humains qui se cachent derrière ces histoires, c'est ce qui rend le sujet des disparitions mystérieuses aussi fascinant de mon point de vue. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étudie ce domaine depuis 2016, la date de sortie de mon premier livre sur le sujet. Même si c'était il y a 7 ans maintenant, j'arrive encore à être surpris par ces affaires. J'arrête avec les confidences. Si vous avez apprécié cette vidéo faite à chaud sur une affaire qui est au cœur de l'actualité, je vous remercie de mettre un pouce en l'air et aussi de vous abonner à la chaîne. Vous êtes désormais plus de 150 000 à me suivre, vraiment, merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. On va se retrouver prochainement pour une émission un peu exceptionnelle sur une affaire plus ancienne, mais une affaire qui est vraiment passionnante. Il ne faudra pas louper cette émission, mais en attendant, ne disparaissez pas.